Elle a une belle photo, en tout cas. Bonjour les amis, bienvenue au club de lecture à faire. On a eu quelques petits pépins techniques comme à l'habitude, mais nous sommes là avec vous, prêts à commencer la revue d'un livre extraordinaire qui s'appelle Votre cerveau au bureau. Le panel est prêt, tout le monde est bien disposé à en discuter et sans plus tarder, en fait, je vais juste prendre un petit moment pour rappeler la mission du club. Le club de lecture a pour mission de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage. J'espère que vous prendrez plaisir à découvrir des livres. Nous, on veut créer des activités pour permettre l'échange autour du livre afin d'apprendre ensemble, comme vous le voyez en arrière, par le savoir des autres. Sans plus tarder, on présente notre panel. La personne qui présente le livre aujourd'hui, c'est Madame Roxane Vézina, dont on ne voit pas la figure, mais qui est là, Roxane? C'est bien avec nous? Roxane, en fait, je vais juste prendre un petit moment pour rappeler la mission du club. Le club de lecture a pour mission de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage. Est-ce que tu es là? Il faut appuyer sur la page événements. S'il vous plaît, n'appuyez pas sur la page événements afin d'apprendre ensemble, comme vous le voyez en arrière, par le savoir des autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la page événements? La personne qui présente le livre aujourd'hui, c'est Mme Roxane Vézina, dont on ne voit pas la figure, mais qui est là, Roxane? Oui, elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui écoute la page événements? Pour appuyer la mission du club, la commission de promouvoir les livres d'affaires comme outil d'apprentissage. Il y a quelqu'un qui écoute la page événements. Donc, le chien d'apprendre ensemble, comme vous le voyez en arrière, par le savoir des autres. Il y a quelqu'un qui écoute la page événements. Il y a quelqu'un qui écoute la page événements. Si vous plaît, Roxane Vézina, dont on ne voit pas la figure, mais qui est là, Roxane? Oui, elle est là. C'est M. Forget, je crois. Monsieur Forget, est-ce que vous écoutez la page événements? Commission de pouvoir les il y a quelqu'un qui écoute la page événements. Donc, page événements, puis le chien, page événements, apprendre ensemble, comme vous le voyez en arrière, par le savoir des autres. Donc, la personne qui écoute la page événements, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez pour vous la page événements? C'est M. Forget, je crois. Ah oui? Moi, j'ai pas de seconde. Enlevez la page événements, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui écoute la page événements. Donc, page événements, puis le chien, page événements, apprendre ensemble, comme vous le voyez en arrière, par le savoir. Bon, excellent. Bon, alors on reprend. Alors nous le voilà, Roxane, on est prêt pour ta présentation. Qui es-tu et que fais-tu? Bonjour tout le monde. Alors, Roxane Vézina, je suis donc une femme curieuse qui aime apprendre en continu. J'ai démarré des études en ingénierie à la Polytechnique, puis je voulais comprendre l'univers et l'humain. Donc, c'est un peu qui je suis. Je suis une femme enthousiaste qui aime m'apprendre beaucoup et qui aime voyager. Et donc, ce que je fais du coaching auprès de dirigeants d'entreprise. Des gestionnaires, des exécutifs prometteurs qui sont appelés à être promus prochainement. Et puis, en fait, beaucoup aussi des ingénieurs parce que soit les coachés le sont eux-mêmes ou bien que ce sont des personnes qui ont à travailler avec des ingénieurs ou des gens qui ont un profil analytique un peu, là, des scientifiques, les gens de technologie de l'information, les gens qui sont en opération, en logistique et ce genre de personnes-là. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner ces personnes. C'est ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et j'ai une passion pour la santé. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil aujourd'hui au fait que j'ai fondé Qui l'eût cru. Excellent. Alors, Roxane, on va revenir à toi tout à l'heure, mais on va présenter les autres panélistes. Alors, rapidement, on va y aller vers Britta. Britta Heinzen, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, hello, guten Tag. Je suis Britta, puis je suis quelqu'un qui aime les gens, puis je suis très j'ai beaucoup de curiosité pour les gens. Ça a commencé avec, je suis ingénieur, puis je suis venue coach, puis je travaille beaucoup avec les gens dans les coopérations, à faire le facilitation, le training. Puis le côté neurosciences, ça me touche beaucoup pour vraiment juste comprendre plus comment tout ça fonctionne, puis
je suis très contente d'être ici. Excellent, merci beaucoup. Christine, qui est une régulière, Christine, si tu veux rappeler aux gens ce que tu fais et qui tu es. En fait, c'est Jamais 203. Donc, moi aussi, je suis issue du domaine de l'ingénierie et je suis maintenant coach. Donc, je travaille avec des entrepreneurs pour les aider à mettre un petit peu de structure dans leur entreprise. Donc, en fait, un petit peu en lien avec le livre, apprendre à bien connaître son fonctionnement d'entreprise pour prendre des meilleures décisions de gestion. Et je travaille aussi avec des ingénieurs et le même profil un peu que Mme Roxane parlait pour les aider à développer leur habileté de gestion. Donc, je suis nage dans la gestion et j'adore ça à cause de la complexité des problématiques. Alors, on s'amuse là-dedans. Excellent, merci d'être là encore une fois. Et une nouvelle venue, Mme Élise Bourgeois. Madame Bourgeois, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, moi je ne suis pas ingénieure, je suis directrice ressources humaines, responsable de l'acquisition et du développement de talent chez Pratt & Whitney Canada depuis de nombreuses années, aussi coach certifié, donc j'ai un intérêt pour l'humain et son potentiel, donc c'est sûr que l'aspect neurosciences pique ma curiosité. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, nos trois panélistes que je viens de vous présenter ont lu le livre, elles sont prêtes à en discuter, mais parmi nous, quelqu'un qui n'a pas lu le livre, il s'agit de M. Alain Forget. Alors, M. Forget, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, moi je suis un ingénieur du comportement humain, c'est-à-dire un psychologue, psychologue du travail et coach chez Optimum Talent. Et vice-président impliqué dans la pratique en psychologie du travail, en développement organisationnel et développement de la relève. Alors, c'est ça que je fais. Je passe beaucoup de mon temps à faire de l'évaluation psychométrique à l'aide d'un outil qui s'appelle le Pathfinder. Et j'accompagne des équipes de gestion, équipes de direction dans le développement de leur efficacité. Excellent. Merci d'être là, M. Forget. M. Forget n'a pas lu le livre. Il est là pour se faire une opinion sur ce livre-là. Et il va écouter les panélistes dans un instant, mais avant, j'aimerais vous présenter Camille Price-Piché. Et Camille, si tu veux dire, qu'est-ce que tu fais et qui tu es aussi. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'anime la page événements pour ceux qui regardent en direct. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et puis moi, j'aurai la chance vers la fin de la discussion de transmettre vos questions soit aux panélistes, soit à l'animatrice, soit à l'observateur pour vous. Sinon, je suis coordonnatrice d'événements spéciaux et gestionnaire de projet. Ça fait plaisir d'être avec vous. Merci. Excellent, Camille. Merci pour ta collaboration. Alors, Roxane, on revient vers toi. Je te demanderais là, de tout simplement nous résumer assez brièvement un peu quel est ce livre-là que tu as voulu proposer au club de lecture. Ben, premièrement, de mentionner que la raison pour laquelle j'ai choisi ce livre-là, c'est ma passion pour l'étude des neurosciences en connexion d'une part avec ma passion dans le monde des entreprises puis de la performance et d'autre part, mon intérêt pour la vitalité puis la santé et la connaissance de la biologie humaine puis de comment on fonctionne un peu comme une Formule 1, c'est bien d'avoir comme que le pilote connaisse sa voiture. Donc, parce que moi, je fais souvent cette analogie-là en coaching. Donc, pourquoi j'ai choisi le livre « Votre cerveau au bureau » ? Parce que, premièrement, c'était un des livres de base du curriculum que j'ai suivi avec le Neuro Leadership Institute. Et d'une part aussi parce qu'il était disponible à la fois en français et en anglais. Et moi, étant donné que je travaille avec des gens dans les deux langues, je trouvais que c'est un ouvrage de référence qui était intéressant de ce point de vue-là. Donc, est-ce que tu veux que j'élabore tout de suite davantage, Michel? Juste nous dire de quoi ça parle, ce livre, très brièvement. De quoi ça parle, en fait? Ça parle vraiment de situations de la vie de tous les jours d'un homme et d'une femme, d'un couple, en fait, dont la femme est gestionnaire en entreprise, elle est cadre, et son mari est entrepreneur. Et on vit avec eux 16 scènes de la vie quotidienne, de leur travail, où on amène des notions, des connaissances que l'on a maintenant sur le cerveau, et puis on vit les scènes avec avant, donc comme monsieur, madame, tout le monde, et ensuite on revit la scène une fois qu'on a compris comment le cerveau fonctionne, et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment on peut améliorer à la fois nos communications, à la fois nos relations, et même notre bien-être et notre mieux-être au travail et notre performance, en fait. Excellent. Bon, c'est une bonne présentation. On voit que c'est un livre qui a été construit autour de deux personnages et qui nous font découvrir des événements de la vie professionnelle et personnelle
et nous permettre d'apprendre un peu qu'est-ce qu'est la neuroscience. Non, maintenant, on va aller vers nos panélistes qui ont lu le livre. Je vais me tourner vers Élise Bourgeois pour qu'elle nous donne qu'est-ce qu'a été votre expérience de lecture en faisant ce travail-là pour nous. Madame Bourgeois? Oui, bien, écoutez, moi j'ai abordé le livre avec curiosité. Je trouve la présentation très originale avec les différents actes et les personnages et l'analogie avec une pièce de théâtre. Ça simplifie les concepts et c'est très intéressant aussi de voir le avant-après. Donc, on voit que ce sont des outils très puissants qui peuvent vraiment changer une situation du tout au tout. Toutefois, je trouve que ça mérite d'être lu et relu pour vraiment pouvoir intégrer les concepts parce qu'une fois qu'on a terminé de le lire, c'est difficile d'appliquer ces changements-là dans le quotidien. Là. Je pense qu'il faudrait que ce soit relu à plusieurs reprises pour pouvoir bien intégrer et mettre en pratique les apprentissages du livre. Mais somme toute, facile à comprendre, intéressant, l'histoire avec les deux personnages. Donc, un livre qui vous a plu quand même? Oui, absolument. OK. Et tout à l'heure, peut-être qu'on pourrait revenir sur des exemples des choses que vous avez mentionnées, peut-être des aspects de ce livre-là qui sont plus difficiles à intégrer rapidement ou au contraire, qui pourraient être intégrés. Alors, je vais me retourner maintenant vers Christine. Christine, quelle a été votre expérience de lecture avec ce livre-là? En fait, c'est similaire à Elise, donc j'ai vraiment aimé la structure, parce que c'est quand même complexe la neuroscience, tous les termes là, au niveau du cerveau, mais de pouvoir avoir un parallèle avec une scène de théâtre et ensuite de le voir en application avant et après, ça facilite vraiment la compréhension. Moi, personnellement, je dois dire que j'ai trouvé ce livre-là passionnant, plein d'outils, un peu comme Élise, je prévois le relire éventuellement. J'ai eu des chocs quand j'ai lu ça. On sait, par exemple, on sait que quand on lit les courriels et tout ça, on n'est pas aussi attentif, mais on nous dit qu'on a une perte de QI de 10 quand on le fait. Alors, c'est vraiment, on est capable de quantifier certaines choses qu'on sait d'instinct, mais là, ça nous brasse un peu. Moi, je dois avouer que j'ai revu comment je commençais ma journée suite à la lecture de ce livre-là pour être plus efficace dès le départ. Donc, je trouve ça aussi intéressant de montrer qu'on a une banque d'énergie, un peu comme on a une banque de budget dans le fond, et qu'en fonction des activités qu'on a à faire, bien, on doit se prendre en compte dans notre programmation qu'il y en a qui sont plus consommatrices que d'autres. Donc, ça permet d'être plus efficace et de moduler sa dépense énergétique au courant d'une même journée puis de mieux planifier sa journée. Donc, moi, je trouve que c'est un outil très puissant là, pour les gens dans leur gestion au quotidien. Excellent. On reviendra sur certains de ces points-là. Maintenant, on va retourner vers Britta. Britta, quelle a été votre expérience de lecture? C'était quoi mon expérience? Ça fait comme... J'ai lu le livre en 2012. OK. Comme ça fait longtemps. Puis, pour moi, c'était vraiment le côté expérientiel. En lisant le livre, il a vraiment des bonnes métaphores. Puis, c'est comme on fait l'expérience avec lui. Puis, ça me fait penser aussi qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis aussi des bonnes métaphores à utiliser peut-être avec mes clients, puis juste le lien comme ça, c'était très fort. Puis une autre chose, c'est intéressant, je viens de relire le livre en écoutant avec audio. OK. C'est intéressant d'entendre la même information, comme ça je suis d'accord, c'est de réécouter l'information ou de relire pour vraiment apprendre plus. Okay. Parce qu'il y a beaucoup dans ce livre-là, des choses vraiment réelles dans le business, mais aussi réelles dans notre vie. Il y a plein de stocks dedans. Pour moi, j'apprécie de re-regarder maintenant aussi avec mes yeux. Il y a 3 ans que j'ai lu. Puis je veux voir comment
ça a changé maintenant quand je re-regarde en plus aussi. Excellent. Donc, Roxane, je ne sais pas si on peut revenir à toi, puis peut-être faire appel peut-être à certains comment je dirais ça, des concepts du livre ou des apprentissages clés qu'on peut faire à cette lecture-là. Je ne sais pas si tu peux répondre rapidement à cette question-là. Oui, bien sûr. En fait, si je reviens à un des éléments, moi, que j'ai bien aimé du livre, c'est le fait qu'il était séparé donc en 16 scènes avec 4 actes. Les 2 premiers actes focusent plutôt sur la connaissance de soi, tandis que les 2 derniers actes focusent davantage sur les relations avec les autres. Donc déjà, c'est un premier point de départ. Donc il y en a pour soi, donc soit avec soi-même, donc notre niveau d'attention, notre niveau de concentration, qu'est-ce qu'on peut faire pour être efficace, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder son calme malgré la pression, malgré le stress. Et puis, donc, vers les 2 derniers chapitres, où est-ce qu'on est plutôt dans le collaborer avec les autres et faciliter l'engagement quand on est un leader aussi, comment susciter la collaboration des gens, leur engagement, leur envie de faire des choses avec nous. Donc, tout ça, c'est couvert avec des trucs et des éléments pratico-pratiques là, de la façon donc d'aborder le quotidien, la séquence dans laquelle on aborde notre travail. Tout ça en fait partie aussi. Comment est-ce que notre cerveau est gourmand en énergie, mais en même temps sur le plan de stimuler notre concentration en inhibant déjà de comprendre un peu le fonctionnement du cerveau. Je trouve que ça ça humanise premièrement chacune des personnes qu'on rencontre au travail, de se rappeler qu'on est tous des êtres humains et puis avec cet organe qui nous sert, qui est là pour notre survie en fait. Mais donc on apprend un peu comment il fonctionne à son meilleur. Et puis si je regarde la façon que c'est monté le livre, moi j'ai bien apprécié le fait que je sais que quand on est gestionnaire, puis on est en action, parce que moi j'ai peut-être un peu moins de 30 ans de carrière, j'ai une vingtaine d'années dans le monde des affaires et comme gestionnaire moi-même, puis depuis les derniers 10 ans à peu près comme coach. Mais quand j'étais en action au quotidien, au jour le jour, dans les opérations, j'aimais bien les lectures qui étaient courtes, des articles et tout ça, mais de me taper un livre, comme on dit en bon québécois, c'était pas quelque chose que je faisais nécessairement régulièrement dans ma carrière de gestionnaire. Je le fais beaucoup plus à titre de coach depuis 10 ans, par intérêt personnel et professionnel. Donc, moi, je trouve que le fait qu'on puisse séparer chacune des scènes, puis en prendre un petit bout qui est assez court, on peut intégrer différents concepts. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a une capsule de surprise sur le cerveau et une autre capsule qui est une invitation à des choses qu'on peut essayer au quotidien. Donc, un des exemples qui a été mentionné tantôt par Christine, c'est le fait de, par exemple, dans la séquence avec laquelle on aborde notre journée, entre autres, le fameux défi des courriels. Et puis, le fait que ça nous envoie plutôt dans une route divergente si on démarre la journée avec ça, alors que si on commence notre journée avec nos priorités et qu'on garde des périodes précises pour traiter les courriels, ça peut améliorer de beaucoup notre performance globale, on pourrait dire. Donc, ça, c'est un des éléments. Mais évidemment, il y a un bon volet aussi qui couvre le modèle, un des modèles importants de David Rock, qui est le modèle SCARF en anglais. Et donc, on voit chacune des étapes de ce modèle-là. Et ce modèle-là, je dirais que ce sont des pistes pour parfois décortiquer qu'est-ce qui peut ne pas bien fonctionner dans une relation interpersonnelle avec des collègues ou avec un patron. Et j'ai trouvé que de ce point de vue-là, ce modèle-là est un outil de compréhension de soi au départ, mais aussi un outil de compréhension de l'autre. Comment est-ce qu'on peut appréhender pourquoi l'autre réagit? Ça nous donne des pistes de compréhension, puis ça peut peut-être parfois désamorcer ou même éviter certains accrochages, je dirais, entre collègues, le fait de savoir ça. Excellent. J'aimerais ça peut-être avoir le point de vue des autres par rapport à ce modèle-là qui s'appelle SCARF. Est-ce que, Madame Bourgeois, par exemple, est-ce que vous en avez été saisie? Est-ce que vous avez trouvé des éléments intéressants? Parce que le modèle SCARF, ça veut dire, ça fait référence à statut, certitude, autonomie, relation et enjeu. Donc, c'est un peu les 5 points clés de ce modèle-là. Je ne sais pas quelle a été votre réaction à cette lecture-là.
Ben en fait, juste un petit commentaire avant. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à entendre ce que les autres disent. Il y a beaucoup d'interruptions sur la ligne. Je ne sais pas si c'est partagé, mais j'arrive juste à capter des petits bouts. OK. Donc, c'est difficile un peu à suivre. Est-ce que c'est quelque chose que les autres vivent aussi ou c'est Non. juste moi? Moi, je le vis partiellement, Madame Bourgeois. OK. Parfait. Mais le modèle SCARF, qu'en pensez-vous? Ben, j'ai pas entendu ce que vous avez dit, là. On va aller du côté de Christine à ce moment-là. Christine? Oui. Ben, honnêtement, moi, ce modèle-là, je le trouve génial. En fait, ça nous ramène à nos besoins primaires. Hein? C'est souvent, on oublie ça. Donc, les abréviations nous ramènent à nos besoins primaires. Et des fois, on est dans une relation, et je le dis parce que je me suis réveillée ce matin en pensant à quelque chose, puis ça m'a comme flashé. Des fois, on est dans une relation, puis logiquement, tout est beau, tu sais, on se dit, tout devrait bien aller, tout est clair, tout ça, mais il y a toujours un petit quelque chose qui fait qu'on est mal à l'aise, puis on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, puis quand on le réfléchit rationnellement, on n'y arrive pas nécessairement, tu sais, puis on se dit, bon, ben, écoute, donc, je vais continuer. Et avec ça, on peut dire, ah, ben finalement, oui, ça, ce petit comportement-là, ça vient toucher cet élément-là qui se trouve être un besoin primaire, donc ça peut donner une nouvelle lecture à des relations, puis là, à ce moment-là, trouver des solutions, parce que quand on a la connaissance, donc on ouvre les options, à ce moment-là, on n'est plus pris dans ce piège-là. Donc, je trouve ça très, très intéressant pour revoir les relations qu'on a peut-être des petits feelings négatifs pour voir où est-ce que ça pourrait se situer et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite pour le régler. Donc, oui, je trouve que c'est un super outil de gestion. Monsieur Forger, je sais que c'est peut-être difficile pour vous de vous faire une opinion rapidement comme ça. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser aux panélistes pour en apprendre davantage sur ce livre-là, pour pouvoir mieux saisir si c'est un livre à recommander? Oui, je vais parler lentement au cas où il y aurait des problèmes de transmission de la voix. Moi, ma première question, je vais me mettre dans la peau d'un gestionnaire, si vous voulez. En quoi ce qui est dans le contenu du livre peut aider à améliorer l'efficacité d'une équipe de direction? Excellente question. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui veut y répondre? Ben oui, moi je prendrais la parole. En fait, à mon avis, comment ça peut aider une équipe de gestion, c'est d'abord de comprendre comment le cerveau est énergivore, puis bien gérer l'utilisation de l'énergie du cerveau pour bien placer les rencontres qui sont plus stratégiques, peut-être en début de journée, et aussi savoir regrouper les différents thèmes pour pas avoir une multitude d'idées qui se bataillent la priorité dans notre tête, mais bien de structurer notre pensée et de planifier les rencontres décisionnelles peut-être plus tôt le matin, d'une part. D'une deuxième part, peut-être avec le modèle SCAF, c'est de regarder aussi l'impact de nos actions et de nos mots sur l'autre pour amener les autres à être disposés à collaborer et non pas à se fermer à un changement ou à une façon de faire différente. Donc, je pense qu'il y a des applications très concrètes dans le quotidien pour une équipe de gestion. D'autres commentaires? Roxane, veux-tu commenter sur la question de M. Franchon? Roxane? Oui, je pense que la préface a été rédigée. Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, donc, oui, la préface du livre a été rédigée par Dan Siegel aussi, qui est une autre personne clé dans le monde du neuroleadership et des neurosciences. Et puis, je fais le lien avec ça. Pourquoi je mentionne ça? Parce qu'il y a un modèle très intéressant, un modèle pour dire qu'on a toujours le cerveau dans notre main. Je ne sais pas si on me voit à la caméra, finalement, ou si je suis toujours en caméra fixe, mais... On ne voit pas la caméra. On t'entend. On ne voit pas la caméra. OK, on m'entend. Alors, donc, Britta le montre, le modèle de Dan Siegel. Donc, on dit toujours qu'on a dans la main le modèle de un de nos hémisphères et que notre pouce représente l'amygdale. Elle est là pour notre survie en tout temps. Alors, notre cerveau, lui, il veille pour nous, pour qu'on continue de vivre. Mais c'est bon de savoir qu'est-ce qui le déclenche de survie. Et ce ne sont pas que les ours, en vrai, ce sont aussi parfois dans les relations, puis de comprendre qu'est-ce qui peut déclencher une réaction,
ça peut, je dirais, améliorer beaucoup les relations entre des collègues d'une équipe de direction, entre autres, ou entre le président d'un conseil et puis les membres d'un conseil d'administration. Et le livre tourne beaucoup autour de la notion d'être conscient de notre présence, où est notre attention. Parce qu'on dit que l'attention, c'est très précieux. En fait, les publicitaires se battent pour avoir notre attention. Alors, donc, cette attention-là, qui est une denrée si précieuse, comment on fait pour décider à quoi et à qui on l'accorde? Et donc, et qu'est-ce qui nous fait la perdre? Et donc, de comprendre ce mécanisme-là dans notre biologie, puis ensuite de le voir dans le vécu au quotidien, ça crée ce qu'on appelle en anglais les insights, c'est comme des éveils, des aha moments qu'on dit en coaching, où est-ce qu'on dit, ah, j'ai enfin compris, j'ai comme allumé sur quelque chose, et là, il y a quelque chose qui est démystifié et qui permet d'aller plus loin par la suite au niveau de la relation. Donc ça, c'est un des éléments clés du livre, c'est cette fameuse attention si précieuse, comment on fait pour toujours en avoir conscience et de la traiter comme quelque chose de très précieux aussi. Donc, au niveau énergétique, comme on parlait au début. Donc, voilà un des éléments. Excellent. Britta, je ne sais pas si vous voulez commenter aussi ou ajouter. Oui, pour répondre à la question, j'avais eu une autre idée aussi, c'est de regarder avec une équipe, dépendant où on est avec l'équipe, peut-être il y a des problèmes de communication ou ça dépend, c'est de peut-être regarder le livre, puis en discutant, ça veut dire quoi pour l'équipe. Comme ça, un leader d'une équipe peut vraiment utiliser le livre pour un outil pour parler sur qu'est-ce qui se passe, comment améliorer la façon qu'on communique ou même pour gérer les rencontres, les impacts, tout ça. Il y a vraiment des bons exemples dans le livre. Ça dépend vraiment où est l'équipe, puis c'est quoi leurs enjeux. Je trouve ça peut aider beaucoup. J'ai trouvé pour vraiment plus le côté discussion, pour ramener les gens plus loin, puis avec les bons exemples. Un des aspects du livre que moi j'ai trouvé intéressant, là, c'est toute la question du statut, aussi toute la question de gérer ses attentes. Et quand il dit, par exemple, là, à un moment donné, il dit que toute la question du feedback auquel on a beaucoup référé dans les contextes de gestion, que finalement donner du feedback à quelqu'un, c'est pas nécessairement une bonne chose. C'est plus d'aller dans un mode d'auto-feedback, donc d'être soi-même son propre critique versus d'être là à l'écoute de quelqu'un qui nous observe. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires à faire sur ces aspects-là. Là. Donc, je lance plusieurs idées. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut peut-être s'avancer là-dessus. Mais si je peux me permettre, ça peut être aussi comme les leaders, pour être les meilleurs coachs eux-mêmes, c'est de poser les questions comme ça s'ils ont un problème de feedback. Comment vous avez pensé avant, en utilisant le concept comme vous venez de parler, c'est de creuser plus loin avec les gens. Pour aussi le côté d'apprendre c'est quoi il parle d'un directeur sur notre scène. Puis pour avoir une meilleure auto-feedback, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui se passe pour nous, comment on peut nous diriger le mieux. Et en utilisant le langage dans le livre, ça peut amener les gens plus loin. Oui. Peut-être un élément, Micheline, un élément important à mentionner qui est je dirais moi, qu'on retient quand on lit le livre, c'est l'importance dans les relations, à tout le moins pour revenir à la question d'Alain Forget, à quoi ça peut servir à une équipe de direction, c'est que lorsque, à n'importe quel moment, il y a une perception, même si elle est inconsciente par le cerveau, qu'une personne ou une conversation représente une menace, le cerveau se met en mode survie.
Et là, ça déclenche une série de mécanismes. Et c'est bon d'en être conscient parce que c'est là, à ce moment-là, qu'on peut utiliser ce que David Rock appelle le metteur en scène ou l'observateur, ou justement notre capacité d'attention, et décider de changer le cours de ce qui est en train de se passer en alignement avec une intention. Donc, c'est de ne pas se laisser, comment je pourrais dire, donc, mener par la partie qui est le pilote automatique. Donc, de connaître ce mécanisme-là, de tomber sur le mécanisme de survie. Et Dieu sait moi j'ai vu ça dans des conseils d'administration, j'ai vu ça dans des équipes de direction, où on voit très bien qu'un des membres ou quelques membres de l'équipe sont déclenchés, ce qu'on appelle déclenchés, c'est-à-dire qu'ils sont aux prises avec un élément émotif. Ils n'ont plus accès à leurs meilleures ressources de raisonnement, de réflexion, de calme, pour aller dans la direction de l'agenda. Donc ça, c'est important de savoir comment on peut reprendre quand ça survient, d'en être un observateur bienveillant pour amener, et des fois, c'est l'observateur bienveillant à l'égard de soi-même, parce qu'on est nous-mêmes déclenchés. Donc, ce sont des trucs qui sont couverts dans le livre. Moi, je trouve que c'est intéressant. Puis cette métaphore aussi sur le niveau d'énergie, puis le metteur en scène, puis on peut choisir qui on veut inviter sur notre scène, qui est très précieuse. Puis en général, il y a à peu près 4 acteurs maximum, et non pas toute la foule qu'on peut amener sur la scène en même temps. Donc, puis comment aussi automatiser certains processus pour devenir plus performants avec certaines parties de notre cerveau. Merci, c'est très intéressant, Roxane, ce que tu dis. Ça me fait penser, moi, du côté de se retirer un peu, le metteur en scène, c'est se retirer puis de regarder la situation avec moins d'émotion, plus d'objectivité. Et ça me faisait beaucoup penser à d'autres techniques qui sont disponibles, que ce soit la communication non violente ou d'autres approches, où on invite les gens à comment dire, se retirer un peu puis de voir la situation non pas en lien à soi, non pas en lien à différents facteurs. Je ne sais pas si vous avez également vécu la lecture dans ce sens-là. Roxane, je ne sais pas si tu me suis dans ma question, mais je trouve qu'il y a des points communs avec d'autres approches dans ce sens-là, de se retirer puis de ne pas se laisser mener par l'émotion. En fait, ça permet aussi de faire du ménage. Des fois, on a beaucoup d'idées. Moi, j'allais expérimenter la technique dans le livre là, cette semaine où est-ce que j'avais une problématique qui me hantait, on dirait, mais j'avais d'autres choses à m'occuper, là, puis je devais être présente à cette autre chose-là. Donc, visuellement, j'ai pris la personne, je l'ai descendue de la scène, j'ai fait remonter l'autre pour me concentrer sur cette personne-là. Donc, j'ai vraiment utilisé la technique qui disait, puis je l'ai assis au premier rang parce que je savais qu'il fallait que je m'en occupe, mais là, j'ai pu me concentrer vraiment sur mon problème. Donc, j'ai été capable de me ramener dans le moment présent pour être présent à la personne avec qui que j'allais rencontrer versus traîner le problème que j'avais à résoudre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'outils. On parle aussi d'outils au niveau de la résolution de problèmes. Donc, souvent, de ramener l'attention ailleurs. Donc, souvent, les gens vont focuser sur le problème plutôt que de focuser sur la recherche de solutions. Et là, ça fait que nos cartes mentales vont se concentrer sur la problématique. Donc, on va avoir moins de créativité et tout ça. Donc, de juste recadrer, dans le fond, l'attention permet d'ouvrir sur d'autres canaux. Donc, c'est vraiment de tout comprendre ces mécanismes-là. Ça permet d'avoir des outils dans son coffre à outils pour quand on fait face à une situation, de dire « Ah, là, c'est comme ça que j'agis pour cette raison-là. » Donc, je peux choisir, maintenant que je sais, avec les outils qu'il y a dans le livre, de me rediriger vers cette autre option-là. Donc, de faire un recadrage, je dirais, de l'action à faire. Mais je pense que c'est le mot que tu dis lui-même, recadrage. Oui, effectivement, dans un des cas, oui. Donc, pour conclure, parce que là, le temps avance bien, je vais revenir à M. Forget. Après ça, je vais demander aux panélistes et Roxane de nous dire à qui ce livre-là peut mieux servir. Donc, M. Forget, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous donne un peu le sens du livre quand même, les commentaires qu'on a? Oui, ça me donne le sens du livre et j'ai presque envie d'y réagir. Est-ce que c'est le bon temps? Oui, go! Bon, OK. Dans notre formation en psychologie, comment je dirais ça? On analyse le comportement humain, mais avec d'autres fenêtres que l'analyse du cerveau. Hein? Donc, moi, quand j'ai été formé, il y a plusieurs années, on avait des connaissances du cerveau. Il y avait Isaac
Asimov qui avait écrit là-dessus et tout ça, mais la formation n'était pas tellement d'ordre neurobiologique, si vous voulez. Alors, par des schèmes expérimentaux, on en venait, ou des modèles, analyse transactionnelle, ces trucs-là, on en venait à comprendre l'importance des émotions, l'importance de l'impact qu'on a sur l'autre. Ou, tu sais, quand on lit sur l'intelligence émotionnelle, on apprend à mieux se connaître l'autre, l'impact que j'ai sur l'autre, notamment au plan émotif. Donc, ce que je comprends du livre, c'est pas tellement des nouvelles découvertes, pas tant que ça en tout cas, comme une explication qui est accessible. Hein? En fait, ça démocratise, d'après ce que je comprends, ces grandes notions-là de comportement humain, et avec un référentiel assez accessible, qui est le fonctionnement du cerveau, mais qui est présenté, d'après ce que je comprends, d'une façon accessible. Et l'idée, c'est l'originalité, d'après moi, de ce que j'entends, c'est plus le référentiel du fonctionnement du cerveau, mais pour expliquer des comportements qui avaient été, si vous voulez, analysés ou qui avaient été compris de d'autres manières, hein, ou simplement par expérience. Là, hein, quand on anime des équipes de direction, là, avec l'expérience, on apprend, bon, ben, qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce que je devrais mettre dans l'agenda, etc., etc. On peut l'apprendre par essai-erreur. Mais avec les études en neurosciences, ça nous démontre, hein, de façon assez tangible, là, les do's and don'ts ou les bonnes pratiques. Ma préoccupation à moi, parce que je suis intéressé, m'avais intéressé envers le livre, moi, je vais surtout me préoccuper de voir les aspects pratiques, les aspects que je pourrais intégrer dans ma pratique en développement organisationnel ou en coaching, par exemple. Okay. C'est surtout ça que moi qui m'interpelle. C'est un bon point ça, Monsieur Forget. Puis je vais demander peut-être, Madame Bourgeois, je vous voyais cogner la tête. Est-ce que vous voulez répondre à ça sur ce qui est pratique dans le livre pour un coach, par exemple? Ben, en fait, ce qui est pratique, c'est, moi, j'ai trouvé très pratique, notamment de nommer les émotions. Juste le fait de nommer l'émotion qu'on ressent, déjà a un effet calmant et ça nous met dans une position un peu d'observateur. Donc, on prend un certain recul par rapport à la situation, qui est une notion, je pense, très importante en coaching, d'être capable de prendre un certain recul et de pouvoir analyser l'effet des situations sur nos émotions et le fait aussi de souvent faire référence à nos expériences passées, faire remonter un certain nombre d'émotions. Donc, je pense que ça peut être très pertinent en coaching. Tout l'aspect du statut aussi, qui fait en sorte qu'on va prendre des décisions ou qu'on va adopter une attitude X en fonction du statut qu'on ressent par rapport à une situation. Donc, ça, ce sont des éléments, je pense, qui s'intègrent très bien en coaching ou en développement organisationnel. Ça, c'est un excellent point parce qu'ils en parlent beaucoup du statut. Personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement pertinent, ces propos-là. Donc, je vais donner tour à tout le monde de donner un dernier commentaire et aussi de demander, de me dire, à votre avis, qui pourrait vraiment bénéficier de cette lecture-là? Je vais commencer par Roxane, puis on va clore sur ce volet de questionnement-là. Roxane? Oui, ben en fait, moi, évidemment, je positionnais, j'avais envie de partager mon enthousiasme par rapport à ce livre et puis aussi aux écrits de David Roth. C'est sûr que David a écrit d'autres volumes, j'étudiais avec lui, mais celui-là, pour moi, était celui qui était le plus accessible. À qui il s'adresse? Moi, je pense, c'est sûr que les coachs ont un grand des gens de comment on fonctionne. Moi, en fait, mes gens avec qui je travaille en coaching, bien souvent, on peut prendre quelques éléments d'un défi qu'ils ont à relever, puis on peut aller chercher là des informations qui sont très aidantes. Les gens qui sont plus curieux du comportement humain en général, donc on dit bon, les psychologues ou les gens qui avaient déjà, par leurs études, démontré cet intérêt. Mais en fait, toute personne, des fois je pensais au fait que, comme on dit, ça s'applique même dans la vie de tous les jours. Il y a des gens, entre autres, qui vivent relations de couple, relations avec les enfants, relations avec des ados, un professeur qui aurait des étudiants. Donc, en fait, ça s'adresse aux êtres humains qui sont curieux de savoir comment ils fonctionnent et comment ils peuvent améliorer à la fois leur quotidien, de se sentir mieux face à différentes situations qu'ils vivent, et la qualité
de leur relation, la qualité de leur relation, leur professionnalisme, leur capacité on parle de gestionnaire ou de dirigeant d'entreprise. Donc, c'est un livre qui s'adresse, je pense, d'abord et avant tout à des gestionnaires, parce que, bon, on est beaucoup dans des gestionnaires aiment comprendre et non pas créer des recettes, mais comprendre d'où ça vient pour alors ce livre à ce genre d'intérêt, mais en le faisant d'une façon relativement ludique à cause du montage du livre en pièces de théâtre et en scène. Excellent. C'est un bon contenu là, que tu viens de nous donner, Roxane. Merci beaucoup. Je vais aller à Christine. Maintenant, Christine, peut-être le dernier commentaire. Puis, à qui tu penses qu'on aimerait recommander ce livre-là en particulier? En fait, je vais dans le même sens que Roxane, donc je ne voudrais pas ajouter trop non plus, mais je dirais qu'on peut même... moi, j'en ai eu des discussions avec mes adolescentes aussi. Okay. Donc, ça peut être très intéressant aussi là, pour apprendre comment étudier et tout ça. Donc, à partir du moment où tu as quelque chose à produire, tu peux bénéficier du contenu du livre. Et le fait qu'il y ait 3 paliers, ça permet vraiment d'aller chercher là où est-ce que tu as besoin. Donc, les gens qui vont moins peut-être comprendre toute la partie neurosciences, justement, où est-ce qu'ils parlent de dopamine et toutes ces choses-là, donc ils peuvent se référer aux autres et on a une belle compréhension. Donc, c'est facile de pouvoir utiliser ces outils-là dans le quotidien. Moi, c'est ce que je trouvais, c'est qu'on a vraiment réussi à vulgariser. Oui, on comprend qu'il y a quelque chose de scientifique en arrière et qu'on peut se l'approprier dans notre quotidien. Moi, alors, toute personne qui a un travail à produire ou qui a une relation, finalement tout le monde. Excellent. Britta, de votre côté, si vous voulez ouvrir votre micro et nous dire un peu, à votre avis, qui pourrait bénéficier de cette lecture-là, puis peut-être un dernier commentaire sur son contenu. Je suis 100% d'accord sur ce que Roxane et Christine viennent de dire. Je pense c'est un bon livre. L'autre chose que j'avais pensé aussi, avant on avait des livres de Blanchard ou Lencioni, c'était vraiment des livres de leadership. Puis celui-là, c'est comme une nouvelle façon la façon qu'il avait écrit ça, c'est très efficace. Puis comme ça, les gens qui aiment apprendre par les histoires, je pense les gens comme ça vont aimer lire ce livre-là. Puis finalement, je pense que c'est un outil must-read pour tous les gens qui veulent être coach. Pour vécu les métaphores dans ce livre-là, ça vous rend vraiment dans l'expérience. Puis c'est d'apprendre les métaphores en utilisant l'efficace des métaphores en lisant ce livre-là. Ça donne beaucoup d'informations aussi. J'avais juste pensé à ajouter ça en plus. C'est bon point. Puis moi, j'ai bien hâte de regarder ça là. Regardez ce livre en français maintenant. Oui, parce que très bien traduit. Moi, j'ai trouvé qu'il était très bien traduit, qu'il est très bien écrit. Une excellente traduction, à mon avis. Oui, parce que je suis curieuse, parce que les métaphores sont vraiment fortes. Oui, très bien traduit. Puis, traduit, c'est intéressant. Merci vraiment beaucoup. Mais ne quitte pas. Élise, de votre côté, vous êtes gestionnaire. En plus, vous gérez des équipes. Vous avez un rôle important au niveau du recrutement, de la gestion des talents et tout ça. Est-ce que c'est un livre qu'on voudrait donner en copie à des gens dans votre équipe? Est-ce que c'est ou à vos collègues ou je vous écoute. Définitivement, c'est une lecture que je vais partager au sein de mon équipe et avec mes collègues, ça va de soi. Je pense que ce livre-là peut s'adresser à n'importe qui veut augmenter sa performance et mieux gérer son énergie tout au cours de la journée pour pas perdre des énergies à travailler sur des choses qui n'avancent pas. Donc, je pense que c'est de bien doser son énergie puis de gagner en productivité. Donc, ça s'adresse pas mal à tout le monde. Excellent. Maintenant, Roxane, on va donner un dernier mot, puis après ça, on va venir. C'est déjà là, M. Forget, avant. M. Forget, ça vous donne-tu le goût, là? Vous avez d'aller faire un achat, là? Oui, mais moi, ce qui me réconforte, c'est l'aspect pratique, particulièrement dans le monde du management. Non, effectivement, vous m'avez donné le goût de me procurer le livre.
Good! Excellent! Alors, génial. Je vais aussi prendre l'occasion de remercier. Il y a eu quelques personnes qui ont laissé des commentaires sur la page événements. Merci Sylvie Bédard, Mathieu, pour vos commentaires. Je voudrais aussi rappeler le livre qui est disponible en anglais et en français. Si vous avez envie, la tête de panéliste, d'aller mettre sur la page événement une de vos citations préférées, ce serait génial. Il y en avait beaucoup, c'est vraiment très punchy le livre, à mon avis. Il y a des bons, comme un peu comme Britta disait, il y a des bonnes métaphores. Et il y a des bonnes façons d'expliquer les situations. Je vais finir, moi, avec celle-ci pour ma part qui dit « Le bonheur, ce n'est pas juste une bonne dose de dopamine, c'est aussi une bonne décharge d'oxytocine. » Donc, c'est pour vous dire qu'il nous explique vraiment bien le fonctionnement du cerveau et comment on peut agir sur le cerveau. Et c'est vraiment un apprentissage intéressant à découvrir. Donc, je vais donner le dernier mot à Roxane. Je vous remercie infiniment à tout le monde, spécialement M. Forget. Je sais que vous avez été très occupé ces temps-ci. Alors, Roxane, un petit dernier mot, puis on va conclure là-dessus. Écoutez, moi, je suis réjouie que le choix du livre puis le partage du neuroleadership ait créé le même enthousiasme. Moi, le défi de la conversation d'aujourd'hui, c'était de ne pas tomber dans mon rôle habituel de conférencière ou de gestionnaire d'atelier où je tombe dans le contenu du livre, mais plutôt de parler du livre, de laisser de la place le plus possible aux panélistes qui avaient embarqué dans cette aventure de le lire avec nous. Donc, c'est sûr que moi, je trouve qu'il y a plein de trucs pour les exécutifs, pour les gestionnaires, pour les leaders dans ce livre-là. Et puis, je pense que c'est une belle porte pour relier comment je pourrais dire ça, notre biologie humaine, nos atouts, comment on fonctionne, puis d'humaniser les relations au travail en tenant compte du fait de comment est-ce qu'on est construit. C'est sûr que moi, j'aime bien traiter non seulement du cerveau, mais aussi du cœur et des tripes. Oui. Comme conférencier, là, je pense que le focus de ce livre-là, c'est vraiment, c'est le titre, hein, c'est votre cerveau au bureau, mais c'est au moins d'apprendre sur cet organe, puis d'être capable, après ça, d'être dans notre zone d'excellence et de performance en connaissant mieux on est comme si nous exploités inutilement et susciter de la collaboration avec chacun. Parfait. Sur ce, je vous remercie particulièrement aussi Mme Bourgeois qui s'est déplacée pour l'occasion. Merci beaucoup là, de votre contribution, c'est très apprécié. Et on vous donne rendez-vous au mois de mars pour le prochain livre qui va porter sur le réseautage. Et en avril, un autre livre qui va porter sur les affaires. Donc, ça s'appelle Scaling Up. Alors, à bientôt. Bon succès à tous. Merci encore infiniment. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci, Mme Beau. Merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne semaine à tous. Bonne lecture. Bonne lecture. Oui, bonne lecture.